Aujourd'hui, on va voir quelque chose de différent de ce qu'on a vu l'année dernière, même si la première image c'est exactement la même. Et si vous vous rappelez, ça c'était mes dons artistiques élevés, où il y avait un œil qui regarde la science, et quand il regarde la science, ça implique un créateur. Aujourd'hui, on va voir plusieurs exemples de ça. Alors, premièrement, on est dans le mois d'Elul, attention à la prise. On est au mois d'Elul et c'est un mois de contemplation. C'est le 6e mois à partir de Nissan, le dernier mois à partir de Tishrei. Et en fait, les noms des mois, ils viennent de l'araméen. Et dans la paracha des Meraglim, des espions, on dit Vayatou Lotaretz, ils ont investigué la terre. Et le Targum Onkelos, il dit Vayalelun Yat Ar'a. Yalelun, Elul, ça veut dire investiguer. Et en fait, on investigue, on analyse ce qu'on a fait pendant l'année, nos ma'asim, nos midot, nos mitzvot, nos averot, khalila, et donc tout ça. Et en fait, le mois d'Elul, c'est un mois qui est propice pour ça. Il est plein de pouvoir d'observation. Donc c'est le bon moment pour ça. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est on va essayer de regarder un peu les ma'asim d'Akadosh Baruch Hu et analyser sa grandeur. Parce qu'on se prépare pour Rosh Hashanah, on dit Hashem Melech, on veut qu'il soit le roi, et on va comprendre par sa création comment il est le roi. Le Chovot Alevavot, le deuxième chapitre, Sha'ar HaBechina, il est tout dédié à ça, et il précède le Sha'ar HaBitachon. Ça veut dire que quand on regarde la nature, tout ce qui nous entoure, mais très attentivement, on peut voir la main d'Akadosh Baruch Hu. Et en fait, une phrase fabuleuse que Rav Situ dit dans une de ses cassettes, c'est que la nature, c'est le voile pudique de protection que Dieu étend sur l'homme pour ne pas le forcer à croire en Dieu. Ça veut dire que nous, on prend des choses, on dit, ah ben c'est la nature, c'est normal. Parfois, vous entendez des gens qui disent, ah ben c'est normal. C'est normal. Par exemple, on entend, n'est-ce pas? Est-ce que c'est normal? Après ce chiot, vous allez voir qu'entendre, c'est pas tout à fait normal. C'est très très spécial. Et bon, mais ça, c'est pour qu'on ait la Bechira, le libre arbitre. Donc on peut penser que c'est normal ou que c'est spécial. Et on va voir un petit peu tout ça. Je vous avais déjà montré ça, c'est quelque chose que j'ai déjà montré l'année dernière. Le Rav Victor Miller, pour moi, c'est un des plus grands scientifiques de tous les temps, même s'il n'a pas publié un seul papier scientifique, et il n'avait pas de labo, mais il avait une vision, une compréhension de ce que c'est la science qui était unique. Si vous écoutez ses shiurim, c'est en anglais, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. J'espère que tout sera traduit en français au plus tôt possible. Ça, c'est un livre fabuleux, pratiquement de science, mais il voit la science avec les yeux d'un mami, de quelqu'un qui voit quelque chose dans la science. Et il y avait une histoire fabuleuse que quelqu'un était venu discuter avec le Rav, et il pose lui pose une question, et il lui dit Rav, j'ai une question scientifique. Le Rav il dit je dois aller au bureau regarder sur mes livres la réponse. Il revient après 5 minutes, et puis le gars il continue à discuter. Il a une deuxième question scientifique. Le Rav il dit je dois aller de nouveau au bureau. Et puis il revient, et puis il continue à discuter. Le Rav, j'ai une troisième question scientifique. Le Rav dit à ce point-ci excuse-moi, je ne peux pas aller à la toilette une troisième fois. Parce que lui, il avait tous les livres de science à la toilette. C'est un Rav qui avait fini chasse plus que 100 fois. Et il dit une phrase fabuleuse qui s'applique ici. La vérité est partout, mais peu d'hommes sont capables de la voir. En fait, puis-je demander d'éteindre la lumière qu'il a juste sur l'écran? Ce serait et en fait, il a une recette pour acquérir la sagesse. Dans une de ses cassettes, le Rav il disait qu'il avait regardé une fleur intensément pendant, je ne me rappelle plus, c'était 20 minutes ou 2 heures, mais de toute façon, chaque minute était précieuse pour lui pour dire pas toute la salle, juste celles qui sont sur l'écran, si c'est possible, ce serait génial. Alors, allez. Ah, excellent, c'est exactement ce que vous voulez. Merci. Voilà. Et il dit, regardons quelque chose attentivement, et examinons une fleur, par exemple, réfléchissons, on regarde les couleurs, comment elle est attachée, comment ça marche, la pollination et tout ça. Et on observe encore plus attentivement, et puis on réfléchit encore plus, et on répète ce cycle plusieurs fois, et il dit avec ça, on sera en admiration devant Hachem. Et lui, il avait dit que quand il avait regardé une fleur pendant 20 minutes ou quoi que ce soit, il dit dans la cassette, j'ai atteint un niveau le plus proche de ma vie de Loire Kodesh, en regardant une fleur. Voilà. On connaît ça c'est notre terre. Et notre Terre, elle est à un diamètre d'à peu près, ordre de grandeur, c'est à peu près 13 millions de mètres, ça veut dire 10 puissance 7. Je veux parler maintenant des ordres de grandeur, c'est-à-dire combien grands ou petits les objets que Hachem a fait, ils sont. Donc quand on dit la Terre, on dit c'est ordre de grandeur 10 puissance 7, ça veut dire un 1 suivi par 7 zéros, ce qui fait 10 millions. Et ça c'est l'ordre de grandeur. Par exemple, quand je compare mon salaire à celui de Elon Musk, il y a peut-être 10 ordres de grandeur de différence.
sur le compte en banque, quoi. Voilà. Donc, et de là, on regarde par exemple l'homme, ordre de grandeur, le mètre. Donc 10 puissance 0. Et si on regarde quelque chose de petit, type une fourmi, c'est le millimètre, et c'est 0,001, c'est-à-dire à 3 zéros, et puis à un 1, ça va dans l'autre sens. Donc entre le plus petit ici qu'on a vu, et le plus grand, il y a 10 ordres de grandeur. Ça veut dire, c'est 10 milliards. Ça veut dire que si je prends une fourmi, je multiplie la dimension de la fourmi par 10 milliards, j'obtiens l'ordre de grandeur de la dimension de la Terre. Ok? C'est clair jusqu'à maintenant? Donc on voit déjà que Hachem, il a créé des choses qui sont toutes petites, des choses qui sont trop grandes. Est-ce que c'est ça l'étendue? Il y a plus. Et je vais vous montrer une vidéo là, qui est fabuleuse. Il montre un carré de rose, et puis il va s'éloigner à chaque fois de 10 fois. Donc il vous montre 1 mètre par 1 mètre, puis 10 mètres par 10 mètres, 100 mètres, et il s'éloigne, et voyez où est-ce que ça arrive. Notre voyage commence dans le jardin du microcosme CERN. Nous allons voyager maintenant vers l'infiniment grand. 10 puissance 0 ou 1 mètre. Cette échelle est celle que nous connaissons le mieux. Ici, nous observons un massif de fleurs. 10 puissance 1 mètre ou 10 mètres. Nous pouvons voir la totalité du massif. 10 puissance 2 mètres ou 100 mètres. On observe l'ensemble des bâtiments du microcosme situés au sein du CERN. 10 puissance 3 mètres ou 1 kilomètre. On observe l'ensemble des bâtiments du CERN. 10 puissance 4 mètres ou 10 km. On observe le site du CERN et ses environs. 10 puissance 5 mètres ou 100 km. On observe le sud du lac Léman et la Savoie. 10 puissance 6 mètres ou 1 mégamètre. On observe une grande partie de la France, de la Suisse, le sud de l'Allemagne et le nord de l'Italie. 10 puissance 7 mètres. On observe l'Europe et le nord de l'Afrique. 10 puissance 8 mètres. La Terre nous apparaît tout entière. 10 puissance 9 mètres, ou 1 million de kilomètres, ou 1 gigamètre. L'orbite de la Lune autour de la Terre nous apparaît. Aucun être humain n'a voyagé plus loin. 10 puissance 10 mètres. Nous nous éloignons de la Terre. 10 puissance 11 mètres. On voit apparaître les orbites de Mars et Vénus. 10 puissance 12 mètres, ou 1 téramètre. On observe les orbites des 4 planètes telluriques, Mercure, Vénus, Terre et Mars. 10 puissance 13 mètres. On observe les orbites des 8 planètes du système solaire. 10 puissance 14 mètres. Notre système solaire apparaît faiblement sur fond d'étoiles. 10 puissance 15 mètres, ou 1 pétamètre. Notre Soleil n'est qu'une étoile parmi tant d'autres. De 10 puissance 15 à 10 puissance 17 mètres, notre système solaire apparaît de plus en plus petit. 10 puissance 18 mètres, rien d'autre que les nébuleuses de la Voie lactée. 10 puissance 20 mètres, nous observons une grande partie de notre galaxie, la Voie lactée. 10 puissance 21 mètres, notre galaxie ressemble à un tourbillon, elle possède des bras en spirale. 10 puissance 22 mètres, les nuages de Magellan sont les deux galaxies voisines à gauche de l'image. 10 puissance 23 mètres, notre galaxie est indiscernable des autres parmi son groupe. 10 puissance 24 mètres, c'est l'échelle de la plus grande photo jamais prise. Chacun des 9325 points est une galaxie semblable à la nôtre. 10 puissance 24, en fait ça arrive jusqu'à 10 puissance 26 selon certains. Et Hachem, il a créé des choses absolument énormes. En fait, Rana, elle avait, dans cette éfile-là, elle avait utilisé ça en disant Hachem, tu as créé des armées, tu as créé tout ça, tu as créé des milliers de galaxies avec des systèmes dedans et tout ça, et tu vas me donner un enfant. Elle avait argumenté de cette façon-là. C'est incroyable combien ça peut être grand. Et maintenant, regardons un peu plus en détail notre système, le système solaire. On revient un peu au plus petit. Nous sommes à une distance de 150 millions de kilomètres du Soleil. Le Soleil, c'est pratiquement une centrale thermonucléaire avec des réactions thermonucléaires qui ont une température de quelques millions de degrés à l'intérieur, mais sur la surface, seulement 6 ou 7 000. En fait, c'est intéressant quand on voit Abraham Avinu, quand il avait la Brit Mila, quand dit Hachem, il a enlevé le soleil Minartika de son étui. Il y a un étui, Rav Zamir Kod dans son livre, il en parle, et qui protège parce que la température, elle est seulement, entre guillemets, 6 000, 7 000 degrés. On est à 150 000 km. Et ce qui est fascinant, c'est quand on compare les planètes, on voit que notre planète, c'est vraiment la seule qui a une température qui permet la vie. Parce que si vous allez plus proche, vous allez sur Vénus, c'est 462 degrés. C'est un peu trop même pour ceux qui veulent se bronzer. Si vous allez sur Mars, c'est moins 58, ce qui fait passer le Sibérie comme un champ d'été. Et donc, c'est pas bon. En plus de ça, une autre chose, nous avons quelque chose qui s'appelle l'atmosphère. Regardez ce petit jaune-là, cette pelure
qui est un peu comme la pelure d'une pomme sur une pomme. Et grâce à ça, on a l'oxygène par exemple. On a l'air qui a l'oxygène, 21% d'oxygène. Pourquoi 21%? Parce que si on a plus que 23,5, ça devient très dangereux. Les objets prennent feu très facilement. Et c'est ce qui malheureusement se passe dans les hôpitaux. Donc Akadosh Baruch Hu nous a donné le maximum d'oxygène pour ne pas être dans une position de danger. Et si on regarde les atmosphères des autres planètes, par exemple Vénus et Mars, elles ont plus que 95% de dioxyde de carbone, CO2, c'est le truc qui sort des tuyaux d'échappement. Et je ne pense pas que quelqu'un ait envie d'être en face du tuyau d'échappement et de respirer ce truc-là. Et donc c'est pas bon pour la vie. Donc on est la seule planète qui a toutes les conditions. En fait, il y a un problème, les évolutionnistes et tous ces gens-là, ils ont un gros problème, ça s'appelle le réglage fin. Quand toutes les constantes de physique et de chimie sont toutes calculées au pile-poil avec des tolérances très faibles pour qu'il y ait la vie. Par exemple, une que vous avez sûrement entendue, c'est on est à 150 millions de kilomètres du Soleil. Si on était plus proche, on se brûlerait. Si on était plus loin, on gèlerait. Ça, c'est juste un exemple. On va voir des exemples plus pointus de ce concept. Faux, non? Pardon? Ça, c'est faux, non? Non, c'est vrai. Aussi, au bout d'un petit millimètre? Non, d'un millimètre, pas d'un millimètre, mais si tu vois que la deuxième là qui est Vénus, c'est 460 degrés. Et une autre chose, j'ai oublié une chose très importante, cette atmosphère, pas seulement elle nous donne l'oxygène, elle régule la température, elle protège des rayons ultraviolets et d'autres radiations de haute énergie, et en plus, regardez la Lune, elle a plein de cratères, nous on n'a pas de cratères. Pourquoi? Parce que tous les météorites qui tombent sur la Lune, ils font un cratère, mais quand ils tombent sur la Terre, ils brûlent dans l'atmosphère. L'atmosphère, c'est absolument magique. Sans l'atmosphère, on ne serait pas là. Et vous pouvez vous poser la question, comment ça se fait qu'on a cette atmosphère qui est exactement avec la quantité d'oxygène qu'on a besoin, et pas plus pour ne pas être en danger, etc., etc. Et elle fait toutes les fonctions qu'elle fait. Alors, on parle souvent de la couche d'ozone et tout ça, parce qu'on a fait un petit peu de dégâts, mais elle est calculée exactement pour faire passer le visible, le spectre du visible, et filtrer les autres énergies. Et de là, on dit Bishvili Nivra Olam, n'est-ce pas? En fait, une extra très belle que j'ai entendue, c'est la suivante. Prenez un bout de papier, écrivez Bishvili Nivra Olam, vous le mettez dans une poche droite. Et prenez un papier et marquez Ani Afar va Efer. Et vous le mettez dans la poche gauche. Et si vous êtes tout hautain, plein d'énergie, et vous vous sentez le maître du monde et tout ça, prenez l'autre qui dit Ani Afar va Efer et vous vous calmez un petit peu. Et sinon, si vous vous sentez totalement déprimé, vous prenez l'autre et vous vous disiez Bishvili Nivra Olam, et vous remontez un peu le moral. Une petite aide ça psychologique pour des sens difficiles. Voilà, donc ça c'est notre Terre, c'est pas mal, elle est grande quand même par rapport aux autres planètes, mais si on compare à certaines planètes comme Jupiter et comme ça, ben, elle ne fait pas trop le poids. Et si on regarde ça par rapport au Soleil, la Terre c'est un petit point ici. Et en fait on se pose la question, si ça c'est la Terre, où sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous ne sommes même pas un pixel même pas un millimètre dans cette image-là. Chaque matin, on dit qui on est? Qui on est? Alors, ne sortez pas maintenant parce que je veux pas vous. C'est un peu déprimant. Ça va devenir encore pire. Hein. Mais après, ça va remonter. Donc là, on voit que. Qu'est-ce qu'on a à se vanter? Qu'est-ce qu'on est là? C'est tout bien. Mais pourtant, Bishvili Hachem, il a fait un monde. Il a contredit toutes les lois de physique, deuxième principe de thermodynamique, pour avoir toutes les conditions idéales ici. Pour nous, qui sommes au niveau dimension, au moins au niveau dimension, on n'est rien du tout. Maintenant, je passe à un autre truc. Je veux regarder maintenant on a vu combien grand il a fait l'univers. Maintenant, on va regarder comment il est petit. Mais avant, je veux introduire un jeu que j'aimais beaucoup quand j'étais petit, c'est le Lego. Et le Lego, avec le Lego, on peut faire beaucoup de choses. Premièrement, le Lego, c'est quoi? Il y a quelques douzaines de types de pièces. Si vous vous rappelez le Lego, il y a les petites pièces, les grandes pièces, les plaques, les roues, les machins. Ok, donc quelques douzaines de types de pièces. Combien de pièces on utilise? Généralement quelques centaines ou peut-être un millier si c'est un peu plus compliqué pour faire un train ou une voiture, une maison, un truc comme ça. N'est-ce pas? Et avec ça, on fait la maison, le train, la voiture, le train, tout ça. Ok? Ça, on a tous fait du Lego. C'est bon cela? Ça, c'est notre Lego. Mais quelqu'un d'autre a inventé un autre Lego que peut-être, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Akadosh Baruch Hu. Il a inventé un autre Lego et ça s'appelle les éléments. Ça, je ne veux pas que vous ayez un infarctus parce qu'il y a des gens, quand ils pensent à chimie, à tomber des éléments, et les palpitations commencent. Mais on va démystifier tout ça. On a tous les éléments ici, mais quand on analyse ça, c'est comme le Lego. Parce qu'on a combien de types de pièces? On a quelques douzaines de types d'éléments. Et on a combien en nombre? Ben là, nombre, ça change un petit peu. Parce que, si vous vous rappelez, il y a un scientifique italien, moi je suis italien, donc je me vante aussi avec ça, je suis scientifique italien, qui s'appelait, combien d'atomes on a dans une mole?
Avogadro, c'est pas Avogadro, c'est Avogadro parce qu'il est italien. C'est 1000 et 20 000 1. Et c'était combien? Yes, 6, 10, 23. Donc, vous regardez ordre de grandeur. Quand on a quelque chose de l'ordre de grandeur du centimètre cube, type à 9 par exemple, c'est 10 puissance 24. Ça, c'est une bonne ça. Vous voyez quelque chose comme ça, 10 puissance 24. Et après, vous multipliez en fonction du volume. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait tout. On fait l'univers, la terre, l'homme, les animaux, les plantes, les maisons, les fusées, les bonbons, et même les Lego. On fait tout avec ça. On fait tout. Et petit rappel de chimie, qu'est-ce que c'est qu'un atome? Un atome, il a un noyau avec des noyaux, et des neutrons et des protons. Protons, ils sont positifs, neutrons, ils sont neutres. Et il y a très loin, il y a des électrons qui flottent. Les électrons, ils sont négatifs. Ok? Et comment elle marche cette table périodique? Le premier élément, c'est avec un proton. Et s'il a un proton, il a un neutron. Un électron. Parce que proton et électron, c'est le même nombre. Pourquoi c'est le même nombre? Parce qu'on veut l'atome qui soit neutre. Il y a autant de plus que de moins. Le deuxième, c'est l'hélium. 2 protons, 2 électrons. Et le troisième, c'est le lithium. 3 protons, 3 électrons. Et on continue comme ça. En fait, là, Ephraim Waxman, il a dit quelque chose de fabuleux. Il a dit quand on dit qu'Hachem, il est mais avec Zibugim. C'est-à-dire, on pense qu'il prend un homme, il prend une femme, il fait un mariage. Ouais, ça, c'est ce qu'on pense. Mais en fait, lui, il a dit, c'est pas ça. Akadosh Baruch Hu, quand il fait mes avec Zibugim, il prend un proton et un électron, il les met ensemble. Parce que s'ils n'étaient pas ensemble, ce serait terrible. Si vous avez, il dit, si on avait une poignée de protons dans la main comme ça créerait un champ électromagnétique tellement insupportable, ça détruirait tout le monde. Donc, il y a toujours le même nombre de protons et d'électrons pour que ce soit neutre. Et maintenant, je veux, avec cette petite introduction de l'atome, on va passer de nouveau, on va regarder les fleurs d'avant du CERN. CERN, c'est le Centre européen de recherche nucléaire. C'est pour ça qu'il disait le CERN avant. Et on va aller dans le petit. Regardons ça. Après ce long voyage, vers l'infiniment grand, nous voici de retour dans le jardin du microcosme CERN. Nous allons maintenant voyager vers l'infiniment petit. 10 puissance 0 mètre ou 1 mètre. On observe un massif de fleurs. 10 puissance moins 1 mètre ou 1 décimètre. On voit une mouche posée sur une feuille. 10 puissance moins 2 mètres ou 1 centimètre. On observe en détail une mouche. 10 puissance moins 3 mètres ou 1 millimètre. Observation d'un œil de mouche. 10 puissance moins 4 mètres. L'œil de la mouche est composé de centaines d'yeux plus petits, les facettes. Cette image a été prise avec un microscope électronique à balayage. 10 puissance moins 5 mètres. Entre les facettes se trouvent des cils qui donnent à la mouche des informations tactiles sur la surface de l'œil. 10 puissance moins 6 mètres ou 1 micromètre. On observe des cellules de mouche. 10 puissance moins 7 mètres. Nous voici dans l'univers des chromosomes. 10 puissance moins 8 mètres. On observe une molécule d'ADN. 10 puissance moins 9 mètres ou 1 nanomètre. On observe un groupement d'atomes avec un microscope à effet tunnel. 10 puissance moins 10 mètres. On voit apparaître des nuages d'électrons autour des atomes de carbone. 10 puissance moins 11 mètres. Voici l'atome de carbone. 10 puissance moins 12 mètres ou 1 picomètre. Un immense vide entre le noyau de l'atome et ses électrons. 10 puissance moins 13 mètres. On se rapproche du noyau de l'atome de carbone. 10 puissance moins 14 mètres. On observe le noyau de l'atome de carbone qui est composé de 6 protons et 6 neutrons. 99,95% de la masse de l'atome est concentrée dans ce minuscule espace. 10 puissance moins 15 mètres ou 1 femtomètre. Les protons et les neutrons du noyau sont composés de 3 quarks. Ici s'arrête la connaissance de l'infiniment petit. En fait, il y a un petit peu plus de connaissance de ce qu'il dit, et juste ce qu'il a dit qui était très important, 99,95% est dans le noyau, ça veut dire là c'est du vide. C'est-à-dire un atome, il est à 99,95% vide. On va regarder ça en détail. Et là, on voit, à Kadosh Baruch Hu, on dit qu'il nourrit le monde entier à partir du Rehem, qui était un animal gigantesque. Vous vous rappelez, David Ameller, il était assis par erreur, quand c'est un tremblement de terre, et jusqu'aux œufs de poule, aux œufs de poule. En fait, une chose, on dit toujours Al-Khut As-Seara pour dire qu'on fait quelque chose de vraiment très très précis, mais ce n'est pas totalement correct quand on voit ça, parce qu'un cheveu, c'est 50 microns, c'est-à-dire c'est 50 000 nanomètres. Ça veut dire c'est une dizaine d'ordres de grandeur plus grand que le noyau, donc on peut aller beaucoup plus petit que le Khut As-Seara si on veut. Et en fait, si on met tout ça ensemble, on commençait de 10 puissance moins 15, on arrive à, disons, 10 puissance 24, 26, on a plus de 40 ordres de grandeur. Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, entre le plus petit et le plus grand, vous pouvez multiplier par un 1 suivi par 40 zéros.
C'est incroyable, Kadosh Baruch Hu, il a fait des choses super précises à un niveau tout petit, et il a fait des choses énormes qui sont là. Et tout ça, pour nous. Mais qui sommes-nous? Alors regardons les choses. Et en fait, pardon, 40 ordres de grandeur, juste dans notre corps, on a une dizaine d'ordres de grandeur. Parce qu'on est de l'ordre du mètre, on a des organes qui sont de l'ordre du centimètre, on a des tissus de l'ordre du millimètre, des cellules de l'ordre du micron, et des molécules de l'ordre du nanomètre. Et évidemment, vous prenez une cellule, vous avez dedans le chromosome, l'ADN, et ça se décompose en atomes. À la fin, en fin de compte, tout est fait d'atomes. Ces éléments-là qui sont dans la période périodique, c'est ceux qui composent tout. Et nous aussi, on est fait d'atomes. Et les atomes sont disposés d'une certaine façon. En fait, je vais vous montrer quelques trucs magiques qui distinguent les Legos d'Akadosh Baruch Hu de nos Legos. Nos Legos, je prends un rouge et un blanc, je mets ensemble, j'ai un rouge et un blanc. Point. Les Legos d'Akadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus magique. Alors, je vais vous montrer une chose. On va prendre sodium. Sodium, c'est un métal très tendre qui explose dans l'eau. Il prend feu et il explose. On ne veut pas manier ce truc-là. Ok, très dangereux. Je ne sais pas si ils avaient utilisé ça dans les trucs de Motorola qui ont explosé à Hezbollah, mais c'est une façon de faire, si ça vous donne des idées. Un autre que je veux parler, c'est quelque chose qui s'appelle chlore. Et il y a un gaz qui s'appelle chlorine, qui est un gaz qui a été utilisé pendant la Première Guerre mondiale par les Allemands. C'est la première arme chimique. Ça fait des dégâts monstrueux au corps humain et ça amène une mort terrible avec ça. Et malheureusement, une parenthèse sur ça, c'est un juif qui l'a inventé, il s'appelle Fritz Haber, c'est un juif renégat, il s'était quand même converti, il ne voulait pas être juif, il a eu sa punition à la fin quand les nazis sont venus, c'était un juif quand même, et ils l'ont traité comme tel. Mais malheureusement, ce qui est encore plus terrible de ce gars-là, c'est qu'il a inventé une autre chose qui est très néfaste, il a inventé un gaz qui s'appelle le Zyklon A. Et le Zyklon B, c'était une modification du Zyklon A, qui malheureusement, on sait bien, était utilisé dans les chambres à gaz. Et c'était un juif qui l'avait inventé. C'est très triste à dire, mais c'est la vérité. Parfois, ça peut montrer, il faut vraiment qu'on se renforce dans la Torah et qu'on soit vraiment bien renforcé, parce que si on ne le fait pas, non, Alain, il y en a qui peuvent dégénérer. Mais voyons un petit peu ces deux trucs. Là, par exemple, on voit le sodium, il le met dans l'eau, regardez, il commence là, il prend feu, il va prendre le feu et puis il va exploser. Donc, le feu, et boum, une belle explosion. Le chlorine, ça c'était un accident qui s'est passé en Jordanie, ça a explosé, vous voyez cette fumée jaune, les gens en sont échappés, ça a fait 12 morts et des dizaines de blessés graves à cause de cette explosion. Et donc ces deux éléments, le sodium et le chlore, c'est quelque chose de dangereux. Et quand on les met ensemble, vous savez qu'est-ce qui se passe? On obtient quelque chose qu'on a tous les Shabbats sur notre table, c'est le sel de table, chlorure de sodium. On met deux trucs qui sont totalement monstrueux, vous ne voulez pas avoir affaire avec, et puis vous les mettez ensemble, vous avez chlorure de sodium. C'est magique, ça n'existe pas dans les Legos. Un autre exemple, cette molécule-là, ben, je ne vais pas vous demander ce que c'est parce que personne ne va savoir, mais peut-être quelqu'un a vu ce film-là, Le salaire de la peur. Le salaire de la peur, non? Personne? Ouais, tu te rappelles? Qu'est-ce qu'il y avait été cette histoire? Il doit transporter de la nitroglycérine. Nitroglycérine, c'est une espèce de liquide solide qui explose avec un choc. S'il y a un choc mécanique, ça peut exploser. C'est un film tragique, tout le monde meurt à la fin. Et ils ont découvert cette molécule-là qui est des explosions. Et donc elle est utilisée comme quelque chose d'explosif. Et elle est faite de quoi? Elle est faite d'hydrogène, carbone, azote et oxygène. Tout oxygène, on le respire, l'azote est dans l'atmosphère, le carbone est fondamental à la vie et l'hydrogène aussi, on va dans nous. Donc, tous des éléments qui sont très très bien, vous les mettez ensemble d'une certaine façon et c'est terrible. Et en fait, je vous dis une chose qui va vous choquer. À part un autre atome qui s'appelle phosphate, ces atomes, ils constituent l'ADN. Notre ADN, il est fait de la même chose. Donc, la nitroglycérine et l'ADN, c'est juste qu'il y a le même type d'atomes, mais ils sont disposés et d'une façon différente, avec des quantités différentes. Bon, une autre chose qui est fascinante. Nous avons le charbon et nous avons le diamant. Charbon et diamant, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. L'autre, un, c'est noir, tendre, pas cher, conducteur électrique. L'autre, il est transparent, très dur, hyper cher, et isolant électrique. Donc on peut dire, ça n'a rien à voir. Et pourtant, les deux, ils sont faits du même atome. C'est le même Lego. Le même Lego, mais quelle est la différence? Ils sont disposés différemment. Un est disposé comme ça, l'autre, il est disposé comme ci, et c'est la disposition qui fait que un, c'est un diamant, et l'autre, c'est un charbon. Et sur ça, je vais dire une chose,
je dis une chose aux hommes, les femmes ne vont pas entendre, elles vont fermer les yeux et les oreilles. Les femmes, apparemment, elles aiment beaucoup ce truc-là, ça va être. Et c'est un problème parce que ça coûte très très cher. Alors je vous donne un petit conseil, il y a quelque chose qui s'appelle zircon. Zircon, ça ressemble exactement comme diamant. Vous achetez une belle bague en zircon, ça coûte 3 fois moins cher, 10 fois moins cher, et elle ne va pas se percevoir. Voilà, maintenant, les femmes, elles sont toutes fâchées avec moi, alors je vous dis une chose, vous, les hommes, vous fermez les oreilles, et je vous redis une chose. S'il vient et vous donne une bague, il vous dit c'est du diamant, et vous n'êtes pas sûr si vous êtes triché, il vous donne du zircon, je vous suggère ça. Le diamant, c'est le seul matériau qu'on connaît qui est un isolant électrique mais un conducteur thermique. Donc vous mettez une petite chaleur d'un côté et vous mesurez de l'autre côté. Si la chaleur elle passe tout de suite, c'est un diamant, sinon c'est du zircon. Donc il ne faut pas vous tricher. Okay, donc maintenant on est tous contents, on est tous amis, on continue. Alors là, par exemple, ça c'est l'ADN qui est fait avec les mêmes atomes que la nitroglycérine, mais avec un peu de phosphore. En fait, l'ADN, un truc fabuleux, ça c'est Bill Gates qui dit que l'ADN c'est comme un programme informatique, mais beaucoup plus compliqué que n'importe quel programme informatique qui a été jamais développé. Et on est en train maintenant, quand on parle du génome et tout ça, on se rend compte de la complexité de la cellule, parce que l'ADN c'est un programme informatique qui est l'équivalent de 100 millions de pages de l'encyclopédie britannique. C'est quelque chose d'incroyable, on va en parler après. Alors on continue, et on voit un petit peu l'atome. Bon, on a vu tout ça, mais la chose qui était intéressante, c'est ça. Il y a plusieurs questions qu'on peut se poser sur l'atome. Premièrement, on a le noyau avec des protons et des neutrons. Les protons, ils sont positifs. Positifs et positifs, qu'est-ce qu'on nous disait à l'école? Ils se repoussent, ils n'aiment pas être ensemble. Alors comment ça se fait que le noyau n'explose pas? Ils sont tous collés l'un à l'autre. Eh bien parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle force nucléaire. Force nucléaire faible et forte, qui tiennent le noyau ensemble. Et en fait, c'est une force incroyable qui agit seulement à ce niveau 10 puissance moins 15 et pas ailleurs, et qui le tient ensemble. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette force, les scientifiques ils ont estimé que si cette force était plus petite de 1% ou plus grande de 2%, on n'y aura pas d'atome. Soit ça explose, soit des choses se passent, et donc la vie, elle dépend de ce plus ou moins, ou 1%, 2% au niveau du noyau pour qu'il y ait un atome. Une autre question, l'électron, il est négatif. Le noyau, il est positif. Qu'est-ce qu'il fait un négatif quand il voit un positif? Ouah, il veut se jeter dessus. Alors, comment ça se fait que l'électron, il ne s'écrase pas sur le noyau et c'est la fin de toute l'histoire? Comment ça se fait qu'il reste loin? Il y a quelque chose qui s'appelle postulat de Bohr. Vous savez ce que ça veut dire, postulat? Postulat, ça veut dire c'est comme ça et tais-toi. Ok? Postulat, c'est comme ça et tais-toi. On ne sait pas, mais c'est comme ça et tais-toi. Et donc, il y a postulat de Bohr qui s'appelle. Et ça, il y a une force électromagnétique qui est, si vous vous rappelez de l'école, c'était l'inversement proportionnel à la distance au carré. Et en fait, une chose qui est fabuleuse, c'est que si cette force, ils ont étudié, si cette force elle était seulement 4% plus grande ou plus petite, il n'y aurait pas d'atome non plus. Donc on parle de tolérance mamache minimale au niveau de l'atome pour que tout marche. Mais je vais analyser un autre espace, un autre point. Il a 99,95% de l'atome, c'est du vide. Parce que les atomes, ils sont très éloignés du centre, du noyau. Alors, faisons un petit exercice. Qu'est-ce qui se passait si on prenait la Terre et on enlevait le vide? C'est-à-dire, on prend tous les atomes qui font la Terre et on met les électrons sur le noyau et on élimine le vide. Alors, on peut comparer ça, par exemple, à ce monument que sûrement vous connaissez, la tour Eiffel, de notre cher Gustave. Et si vous mettez la Terre, vous faites cet exercice, vous mettez les électrons sur le noyau, la Terre, elle serait à peu près 150 mètres. Il y a beaucoup d'hypothèses pour faire ce calcul. Et ça veut dire la moitié de la tour Eiffel, pratiquement. Mais évidemment avec le même poids, donc une densité absolument monstrueuse, mais toute petite. Donc en fait, je vous ai montré que la Terre elle est toute petite, et en fait, si vous enlevez le vide dans l'atome, elle est 3 fois rien. Et nous, si on fait la même chose sur nous, on n'est même pas un grain de poussière. C'est la rastreinte, c'est quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je vais vous montrer une chose quand on parle du Gustave Eiffel, et après je continue sur ça, on va se remonter le moral. Il a fait des études à l'école centrale de Paris. Et en fait, moi aussi j'ai fait l'école centrale de Paris, des études d'ingénieur là-bas. Et une chose que j'ai à comprendre avec lui, c'est que lui, dans la page des anciens élèves fameux, il est là au début parce que c'était un des premiers élèves, et puis un peu plus bas, il a mon nom aussi. Donc voilà, je me mousse sur ça. De là, vous apprenez 2 leçons. 2 leçons. Première leçon, si vous cherchez quelqu'un de humble, il ne faut pas chercher un professeur. Okay, ça, c'est la leçon numéro 1. La leçon numéro 2, c'est parfois les professeurs, ils pigent rien. Je viens de vous dire qu'on n'est rien du tout et je suis en train de me mousser d'être sur la même page que tout ça. Bon, ok, on va continuer. Donc, on a dit que les atomes, vous les mettez ensemble, acides aminés, ADN, chromosomes, cellules, organes, êtres vivants, tout ça, on est tous des atomes. Mais qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, si vous regardez le petit Robert en ligne,
ensemble des phénomènes, croissance, métabolisme, production, que présentent tous les organismes, animaux ou végétaux, de la naissance à la mort. Croissance, les Legos, ils ne croient pas. Moi, tous les Legos, ils sont restés de la même forme. Métabolisme, ça consomme de l'énergie, mais Lego, il ne faut rien. Et reproduction, j'ai encore les Legos que ma maman avait achetés, mais pas plus. Ils ne se sont jamais reproduits. Mais nous, par contre, on fait ces choses-là. On a la croissance, métabolisme, production. Et il y a un point qui me fait réfléchir, que je veux réfléchir à un certain point. C'est fabuleux que nos cellules, vous savez qu'on change de cellules continuellement au cours de la vie. On n'est pas les mêmes cellules qu'on avait il y a un mois. Et en fait, après un certain temps, on est complètement nouveau. Toutes les cellules se sont renouvelées. C'est-à-dire que des cellules meurent, elles créent d'autres cellules. Et ce qui est fabuleux, c'est que vous avez un enfant, il croît, adolescent, adulte, et puis après, ça commence à dégénérer. C'est-à-dire les cellules qui se reproduisent quand quelqu'un devient vieux, elles deviennent un peu moins bien. Donc ça commence avec les rides, avec des petits problèmes, des choses comme ça, n'est-ce pas? Et c'est fabuleux que c'est bien programmé. Ça marche toujours. Ça, c'est quelque chose, justement, il y a des scientifiques qui veulent beaucoup de recherches pour comment éliminer la vieillesse. Et ça, mais le point que je veux faire, c'est le suivant. La mort, c'est l'absence de ces phénomènes, n'est-ce pas? Ça, c'est la vie, ça, c'est la mort. Alors, réfléchissez un instant. Vous avez quelqu'un, alors, allez, nous, il est mort. 5 minutes avant et 5 minutes après. 5 minutes avant, c'était au niveau atomique, il avait des atomes dans une certaine place. Après, qu'est-ce que c'est? C'est exactement les mêmes. C'est les mêmes atomes à la même place. Donc, pourquoi il est vivant et pourquoi il est mort? Donc, la vie ne peut pas s'expliquer au niveau atomique. Donc, quand des scientifiques veulent faire un aspect matérialiste, on peut dire, oui, l'homme, il est fait ADN, il y a certaines molécules et tout ça, elles sont disposées de la bonne façon et tout ça. Mais on peut pas dire que c'est la seule chose. Parce qu'on voit entre le vivant et le mort, quelque chose s'est passé. Et c'est quoi? C'est la neshama. Et on ne peut pas dire, par exemple, il y a des gens qui disent, ah ben, c'est des matériaux organiques. Les matériaux organiques, ça veut dire que ça contient du carbone. Aussi, le whisky contient du carbone, il ne se reproduit pas. Mais nous, on a une neshama. Et en fait, le Harizal, il dit que même les objets inanimés et les plantes ont une nefesh, ont une âme. Il y avait une étude de l'Université de la Ville l'année dernière qui avait fait une étude avec des capteurs à ultrasons. Il y a quelqu'un qui vient chez la plante, soit pour la couper, soit pour l'arroser. Et quand la plante voyait que le gars voulait arroser, elle émet certains signaux, certains sons dans l'ultrason. Et quand la personne veut la couper, elle émet des sons complètement différents, un peu de panique, quoi, parce que quelqu'un vient la couper. Donc, on peut voir les plantes, vous savez sûrement l'expérience, vous prenez deux plantes, une vous lui dites bonjour, que tu es gentil, que tu es belle, et l'autre vous commencez à l'insulter chaque jour, celle que vous insultez, elle va mourir après une semaine, et l'autre elle va continuer. Ça, ça a déjà été prouvé. Et en fait, on voit ça dans le Talmud Bavli, dans le Masechet Sanhedrin, il parle de comment Hachem a créé l'homme. Au cours de la deuxième heure, il a fait un golem, c'est-à-dire qu'il a pris de la terre, il a fait la forme, et puis à la quatrième heure, il a insufflé la neshama. Et nous, pratiquement, ça nous donne du chizouk maintenant. C'est vrai qu'au niveau atomique, on n'est que quelques atomes, peut-être 10 puissance 25, 10 puissance 26, et si vous enlevez le vide des électrons et tout ça, on n'est même pas un grain de poussière, mais on a une neshama. Et ça, c'est la partie qui est très fondamentale. En fait, sur ça, une petite bague, il y a un athée qui va chez la Kadosh Baruch Hu et lui dit « Dieu, on n'a plus besoin de toi, on sait comment faire l'homme. » Il lui dit « Ah ouais, fais-moi voir. » Et l'autre, il dit « Regarde. » Il prend de la poussière de par terre, il est sur le point de faire sa petite magie pour faire un homme, et Dieu le regarde et lui dit « Tu utilises ta poussière, pas la mienne. » Voilà. Donc, et en fait, on sait, chaque matin, on dit « Elokai, Neshama, Shenatata, Bibe, Terora » et on dit que quand quelqu'un il va au Lamaba, on dit il est venu de la poussière, il revient à la poussière. Donc on est de la poussière, mais avec une neshama, un turbo. C'est ça qui compte. Je vais maintenant vous montrer deux exemples fascinants où on voit la grandeur de la Kadosh Baruch Hu. Évidemment, je pouvais en choisir 36 000, j'en ai choisi deux. Un, c'est l'œuf. Alors, j'ai un pari pour vous. Je veux vous donner une boîte de Lego, disons 500 pièces pour faire une petite voiture. Et si vous la faites, je vous donne $1 million. Qui est volontaire? J'espère que vous êtes timide, parce que moi je me jetterai tout de suite. Mais vous voulez? Très bien. Petite condition seulement. Vous ne pouvez pas ouvrir la boîte. La boîte elle est transparente, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Vous pouvez la secouer si vous voulez, et quand la voiture est prête, moi je vous donne $1 million. Ok, mais ça semble complètement ridicule tout ça. Mais c'est exactement ce qui passe dans un œuf. Un œuf, vous avez un jaune et un blanc. Vous avez type 10 puissance 24 atomes. En fait, une douzaine de types d'atomes qui font ces deux liquides. Et puis ça se transforme, et puis vous avez un poussin qui sort. Alors, regardons tout ça, et puis discutons. C'est en anglais, je vais traduire en les mots qui sont là.
Ça prend 21 jours pour l'incubation, quand la poule s'assoit dessus, elle ne donne que la chaleur. La chaleur, c'est agitation thermique, c'est pour que j'avais dit secouer la boîte, ça prend 21 jours. Et maintenant on va voir les détails. Dans le jaune, ça commence un tout petit point, l'embryon qui commence à se former. Et la première chose qui se passe, ça se forme le cœur. Et le cœur il commence à battre. Et puis ça commence la colonne vertébrale, et ça commence à former les vaisseaux sanguins. Et puis il y a la queue qui croît. Et puis il commence après ça à croître les membres, l'œil et le cerveau. Et après ça, ça commence avec le coude et les genoux. Et puis après, il commence à former les doigts, entre guillemets, sur ça. Puis il commence à former le bec. Et le bec, ça prend un peu de temps. Et après, il a... Voilà. Ça commence, après un certain point, le 8e jour, ça commence à former les points où il y aura les plumes qui vont sortir. La bouche, elle s'ouvre. Il commence à développer des ongles. On est au 10e jour, là, maintenant. Et puis, on commence à voir au 11e jour des plumes qui apparaissent. Et aussi des écailles sur les jambes. Et il ouvre les paupières le 13e jour, et puis il se tourne dans l'œuf. Il est toujours dans l'œuf, là, maintenant, il est quand même grand. Il y a une petite pochette d'air, et il y a des organes internes qui continuent à se former pendant ce temps, et vous voyez qu'il est maintenant plein de plumes, les plumes elles sont toutes là. C'est le 17e jour, il est vraiment comprimé, là, il est en train de consommer ce qu'il y a dedans. Il a rempli tout l'espace, on arrive à la fin, on est sur 18 jours. Et maintenant, le 20e jour, 21 jours, il va commencer à taper du bec, il va casser la coque, et il va sortir. Et on aura un poussin. C'est magnifique, hein? Mais alors, réfléchissons sur ça. On a 1824 atomes et de liquide. Et puis, après, juste avec de la chaleur, c'est-à-dire ajouter, bouger les Legos, quoi, on a tous les atomes qui se trouvent dans les deux liquides sont les mêmes atomes qui forment le poussin, qui sort de l'œuf. Et tout est exactement calculé, parce que quand le poussin il sort, il n'y a plus rien dedans. Tout est consommé. Et en fait, c'est un système fermé, n'est-ce pas? Rien ne peut rentrer ou sortir dans un œuf. Tout était dedans depuis le début. On va revérifier cette hypothèse dans une minute. Et d'un point de vue, ça c'est un point de vue comme un chimiste. Si vous êtes un scientifique des matériaux, vous pouvez vous poser la question suivante. Vous commencez par deux liquides, et après vous avez des matériaux durs comme le bec, des plumes, vous avez des matériaux transparents comme la gélatine dans les yeux, vous avez des organes, ou des trucs flexibles, des trucs durs, plein de matériaux. Il y a plein de matériaux dans un poussin. Et vous allez commencer seulement avec de liquide. Et tout bien programmé. Et où est-ce qu'elle est cette intelligence? Où il est ce programme qui fait que tout ça, ce que je voulais montrer dans la vidéo, ça se passe toujours comme ça. Il n'y a pas un programme différent. Tous les poussins, ils sont nés comme ça. Avant, c'est le cœur, l'embryon, le machin, exactement comme dans la vidéo. Et pas seulement ça. Il y a un autre truc qui est fabuleux, c'est la coquille. La coquille, elle a une forme que les ingénieurs du bâtiment ont utilisée pour faire des coupoles parce qu'elle distribue très bien les poids. Et donc, elle permet à ne pas de se casser quand la poule, elle s'assoit dessus pour chauffer la poule. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne que de la chaleur. En fait, vous pouvez prendre des œufs de la poule et vous le mettez dans une espèce de four à température adaptée et vous avez le poussin qui va sortir après un certain temps, comme s'il était sous la poule. Et une autre chose, c'est que son épaisseur se réduit pendant les 21 jours. Akadosh Baruch Hu, il a fait que l'épaisseur se réduit. Pourquoi? Parce que si elle était de la même épaisseur que le début, le bec il ne serait pas assez fort pour la casser et le poussin ne pourrait pas sortir. Donc le chesed d'Akadosh Baruch Hu, c'est que cette coquille s'amoindrit en épaisseur tout le temps. Et en plus, je vous ai dit qu'elle était fermée, c'est pas vrai. On a analysé avec le microscope à balayage électronique qu'elle a des trous nanométriques. Nanométrique, ça veut dire plus grand que certaines molécules. Ça permet à de l'air et à de l'humidité de rentrer et sortir, mais pas plus. Mais pour nous, elle nous semble complètement hermétique, mais elle n'est pas totalement hermétique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la coquille est tellement compliquée qu'à l'intérieur de la poule, ça lui prend 24 heures pour faire un œuf, et 3 heures c'est pour faire le blanc et le jaune, et 21 heures pour la coquille. Alors là, c'est magnifique. Son Lego, c'est un Lego qui est absolument magique. Voyons, et en fait, pour l'homme, c'est encore plus compliqué, parce qu'à l'intérieur de la maman, il y a un organe qui se forme juste pour le fœtus, qui s'appelle la placenta. La placenta, ça fait des fonctions qui ne peuvent pas se passer dans le corps, parce que quand le bébé est à l'intérieur, il ne peut pas respirer. Et donc, comment il fait purifier le sang, oxygéner le sang et tout ça? C'est la placenta qui fait tout ça. Et donc, en fait, dans le fœtus, il y a 3 valves qui sont
fermée ou ouverte comme quand elle ne devrait pas. Et quand le bébé il sort, immédiatement, elles changent, elles se ferment, elles sont ouvertes, puis elles se ferment quand il sort pour qu'il puisse avoir une vie normale. Et si elles ne se ferment pas, c'est un gros problème. Et ça, à l'instant où il sort. Et cet organe, la placenta, c'est juste à l'intérieur pour faire cette oxygénation du sang, etc. Et en fait, il y a Rav Yonatan Millet qui était venu à Boston une fois, il avait raconté une histoire fabuleuse. Il avait dit que, imaginez d'être un petit bébé, vous êtes à l'intérieur de la maman. Vous êtes tranquille, c'est joli, c'est chauffé, vous apprenez la Gemara avec un malard, vous voyez d'un bout à l'autre du monde, c'est tranquille, c'est relax et tout. Puis tremblement de terre, bébé il sort, il y a ce grand gars avec le tablier blanc, le docteur, qui le prend avec ses grandes mains comme ça, et lui il est là, il est tout comme ça, il regarde, et puis il voit papa et maman, et puis ce docteur qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa grande main, il lui donne une belle fessée dans le derrière. Bah! Et lui il pleure, ça fait mal, et il pleure. Et regarde, il dit, qu'est-ce que c'est que ce rachat? Il m'a donné une fessée, j'ai rien fait, il me fait une fessée. Il regarde papa. Papa, sûrement, il va prendre son poing, il va lui donner un uppercut sur la mâchoire, il va lui casser la gueule. Et puis il voit que le papa, qu'est-ce qu'il fait? Ah, Chazak ou Barour, merci docteur, merci docteur. Alors le bébé, papa, il regarde, il dit, mais c'est injuste, qu'est-ce que c'est que ce monde? C'est injuste. Celui-ci me fait du mal, j'ai rien fait, j'ai pas fait même une avera, je suis à peine sorti. Et il me donne une fessée comme ça, sans aucune raison, et mon père il dit que c'est Chazak ou Balour. Alors il dit, de là on apprend 3 leçons. Une leçon, c'est que dans la vie, il y a des choses qui font mal et qui se passent. On sait tous. Deuxième leçon, c'est que tout est pour notre bien. Parce que pourquoi le docteur lui donne la fessée? Parce qu'il veut activer la respiration pour que ces 3 valves se ferment. Parce que ça, si le bébé ne pleure pas quand il sort, il y a le risque que ces valves ne se ferment pas et il sera en danger. Et la troisième leçon qui est la plus importante, c'est que quelque part dans notre vie, parfois malheureusement ces gens ils découvrent ça après la vie ici, on va découvrir pourquoi ça nous est arrivé, c'est que ça nous est arrivé. Parce qu'imaginez que ce bébé, à l'âge de 13 ans, il est dans un cours de SVT, et le prof il dit que le docteur il donne une fessée pour activer la respiration, et après, ah, je crois que c'était un rachat, ah, c'était interdit, qu'est-ce que j'ai mal jugé, il a fait pour mon bien. Ouais. Voilà. Un autre exemple. On parle, on émet des fréquences, et en fait, les fréquences qu'on émet et que l'homme et la femme émettent, c'est à peu près la même rangée, sauf que la femme, c'est généralement un peu plus aigu. Et le Chazon Ish, il dit quelque chose de fabuleux, il dit, Hachem, il a vu que c'était pas bien qu'on soit surmué, et donc il a créé à l'homme, il a créé une machine qui émet des sons, et aussi une autre machine qui décode des sons, et en fait, les deux, ils sont synchronisés sur les mêmes fréquences. Ce qui est intéressant, parce que quand on regarde les différents animaux, il y a des animaux qui entendent dans les ultrasons ou dans les infrasons, et nous sommes généralement de 20 à 20 000 Hz. Hertz, c'est vibrations par seconde. Et en fait, par exemple, le chien, il entend l'illustration. Il y a une histoire fabuleuse, je ne sais pas si c'était dans les années 50 ou quelque chose, il y avait un fabricant qui faisait de la viande pour chien. Et chaque fois qu'il y avait la pub de cette bouffe pour chien, les chiens, ils couraient voir la télé, ils sortaient la langue alléchée, et le patron, il voyait ça, le chien qui était tout excité, et il dit, bah, il aime beaucoup cette bouffe, alors il allait l'acheter. Et ils ont découvert qu'est-ce qui s'était passé. Dans la bande sonore, le fabricant, il avait mis des sons à très haute fréquence que nous, humains, ne pouvons pas entendre, mais le chien l'entendait. Donc quand il passait la publicité, le chien il entendait un drôle de son, il courait pour voir, et voilà, ils avaient triché à acheter pour acheter leur bouffe. Quand on parle de son, il y a 2 paramètres qui sont importants. L'intensité et la fréquence. Alors l'intensité, ou je peux parler à haute voix. C'est le même signal, mais l'intensité change. Un autre facteur, c'est la fréquence. Il y a des sons à basse fréquence, la contrebasse, et il y a des sons en haute fréquence, la trompette. Ok? Donc, haute fréquence, basse fréquence et amplitude. Et notre oreille, elle décode tout ça. Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'on va parler du système auditif, et ça, c'est la cochlée. La cochlée, en fait, c'est cette partie-là de droite, dans ce truc-là, qui est pas plus grand qu'1 centime. Et il y a dedans des os à partir du tympan. Ces 3 os, c'est les os les plus petits du corps humain. On parle de dimensions millimétriques. Et maintenant, je vais vous montrer une vidéo qui me fait venir les frissons chaque fois que je la vois. Je l'ai vue déjà 25 fois et elle est absolument fabuleuse. Donc, on va regarder la vidéo ensemble. Le
sens de l'ouïe résulte d'un processus appelé transduction auditive. L'oreille convertit les ondes sonores présentes dans l'air en impulsions électriques que le cerveau peut interpréter. Quand le son pénètre dans l'oreille, il passe par le conduit auditif, qui se termine par une membrane appelée tympan. Le tympan entre en vibration sous l'effet des ondes sonores. Les sons graves produisent une vibration à basse fréquence et des sons de faible volume produisent des vibrations de faible amplitude. Les sons aigus produisent des vibrations plus rapides. Le tympan a une forme de cône et est connecté à une chaîne de 3 osselets. Ces osselets sont appelés respectivement le marteau, l'enclume et l'étrier. Tout ça, c'est 2-3 mm. Les mouvements du tympan sont transmis aux osselets en préservant l'information sur l'amplitude et la fréquence. Les 3 osselets pivotent collectivement autour de l'axe indiqué en rouge. Cette rotation d'ensemble s'explique par une série de ligaments qui maintiennent les os en place dans l'oreille moyenne. Le ligament antérieur du marteau et le ligament postérieur de l'enclume sont d'une importance particulière pour le maintien de l'axe de rotation. 2 éléments importants n'apparaissent pas sur la figure, car ils obscurciraient la vue. Il s'agit du nerf de la corde du tympan et du tendon du muscle tenseur du tympan. Les vibrations du tympan sont transmises le long de la chaîne des osselets jusqu'à la base de l'étrier. L'étrier bouge comme un piston et induit des vibrations à l'intérieur du labyrinthe osseux. Ça, c'est tout osseux. Le labyrinthe est rempli d'un fluide appelé périlymphe. Si le labyrinthe était parfaitement clos et rigide, le mouvement de l'étrier serait impossible, car la périlymphe est pratiquement incompressible. Mais la fenêtre ronde et la membrane qui la recouvre sont flexibles, ce qui permet le mouvement de l'étrier et l'émission de vibrations dans le labyrinthe. C'est incroyable. C'est dur avec une paroi flexible. C'est incroyable. Il y a plus. Le conduit menant de la fenêtre ovale à la fenêtre ronde se trouve dans la partie spirale du labyrinthe osseux, appelée la cochlée. Les vibrations produites par l'étrier montent jusqu'au sommet de la cochlée, puis redescendent jusqu'à la fenêtre ronde. La portion ascendante de la cochlée est appelée la rampe vestibulaire. La portion descendante est appelée la rampe tympanique. Une troisième structure, appelée le canal cochléaire, est située entre les rampes vestibulaires et tympaniques. Le canal cochléaire est rempli d'un liquide appelé endolymphe. Vu en coupe, les membranes séparant les cavités remplies d'endolymphe et de périlymphe sont clairement visibles. Ça, c'est moins d'un millimètre. Il s'agit de la membrane de Reissner et de la membrane basilaire. Ces membranes sont flexibles et vibrent en réponse aux ondes se propageant le long de la rampe vestibulaire. Solide, flexible. Le mouvement de la membrane basilaire émet des ondes qui descendent le long de la rampe tympanique. Une structure spécialisée appelée organe de Corti est située sur la membrane basilaire. Lorsque la membrane basilaire vibre, l'organe de Corti est stimulé, ce qui envoie des impulsions nerveuses au cerveau via le nerf auditif. Ça, maintenant, c'est des cellules, donc micro. Les impulsions nerveuses sont générées par des cellules spécialisées de l'organe de Corti appelées cellules ciliées. Les cellules ciliées sont recouvertes et viennent en contact avec la membrane pectorale. Quand la membrane basilaire vibre, les cils se plient contre la membrane pectorale, ce qui déclenche l'émission de neurotransmetteurs. Les différents points de la membrane basilaire ne vibrent pas simultanément. Au contraire, ce sont des zones bien spécifiques qui vibrent en réponse à un son de fréquence donnée. Les sons graves font vibrer la membrane basilaire à proximité de l'apex de la cochlée, alors que les sons aigus produisent des vibrations proches de sa base. Cette propriété est appelée tonotopie.
Globalement, cette séquence d'événements est responsable de notre perception acoustique du monde qui nous entoure. Quelque chose d'absolument, on peut se poser des milliards de questions. Quand on regarde un peu plus en détail, on voit, donc ça c'est la cochlée, elle a dedans des petits fils, ces petits filaments là qui excitent, chacun pour une certaine fréquence. Donc là les fréquences hautes sont au début, les fréquences basses sont à la fin. Et en fait, pour ceux qui ont fait des maths, vous savez, si ceux qui savent qu'est-ce que c'est qu'une décomposition de Fourier, c'est-à-dire vous prenez un signal dans le temps et vous le décomposez en fréquences, l'oreille qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait exactement ça. Elle fait une décomposition de Fourier. Et puis les signaux, les fréquences sont envoyées au cerveau, et le cerveau il fait l'inverse. Il la retransforme en signal dans le temps. Donc il fait la transformée de Fourier et la transformée à l'inverse dans le cerveau. C'est absolument magique. Et tout ça 24/24. En fait, et chacun de ces cils correspond à certaines fréquences. Par exemple, j'ai vu une image d'un gars qui faisait du marteau-piqueur. Le marteau-piqueur, c'est dans une certaine zone de fréquence à intensité très élevée. Ça lui avait abîmé, il avait perdu les cils dans cette région-là. Et en fait, Laura Allen, quelqu'un qui va dans la discothèque, et ils mettent le truc à fond. Parfois, malheureusement, j'ai vu dans des mariages cachers, ils mettent la caisse à fond, et c'est pas bien parce que ça fait des dégâts. Et il faut remercier le bon Dieu parce que Laura Allen, ou ceux qui ont des problèmes et qui mettent des implants cochléaires, au lieu d'avoir des milliers et des milliers de petits fils pour apprécier toutes les nuances de la musique, ils ont type une douzaine de points de contact. Ça veut dire, c'est à peine pour parler, mais d'une musique, c'est oublié, il faut partir. Et tout ça dans un truc qui n'est même pas 1 centimètre. Et en fait, quand on le regarde bien, on voit qu'il y a même... On n'a parlé que de cette partie. Hein. Cette partie, je n'ai pas dit qu'est-ce que c'est. Et en fait, cette partie, on sait que c'est celle de l'équilibre. Par exemple, si quelqu'un tombe, elle nous permet de rester en équilibre. En fait, quand vous pensez, on est un système instable. Notre centre de gravité, il est quand même haut. Et à chaque fois qu'on marche, on se met dans une position d'instabilité. C'est fabuleux ce point-ci. Mais dans la Lachon, à Kodesh Hashem, il savait déjà que c'était dans le même organe. Oznaim, c'est l'oreille. Moznaim, c'est l'équilibre. Oznaim, le même mot, carrément, dans la même chose. Et pourtant, nous, on a découvert que cette partie-là, c'était l'équilibre seulement en 1824, avec un Français, Marie-Jean Plaque-Florence, qui avait découvert, en faisant des expériences, que cette partie servait. Et heureusement, Baruch Hashem, il y a des docteurs qui, par exemple, pensent qu'il y a des organes vestigiaux, c'est-à-dire des organes qui étaient utiles quand on était singe, et ils ne sont plus utiles aujourd'hui, et ils les enlèvent, type les amygdales. Moi, quand j'étais petit, j'ai un peu mal à la gorge, je me suis retrouvé à l'hôpital, ils ont enlevé l'amygdale, ils m'ont donné de la glace le lendemain avec quelques cadeaux. Et c'était l'histoire qu'ils faisaient à tout le monde. Ils se sont aperçus après que c'était des conneries parce que les amygdales, ça a une fonction au niveau immunologie et on ne le fait plus aujourd'hui. Et heureusement qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit ben ça, on ne sait pas à quoi ça sert, on va l'enlever. Et de là, on continue, on peut regarder ce qui se passe dans le cerveau, on a une mémoire des sons et c'est absolument fabuleux. Et on regarde tout ça, tout ce qu'on a vu, l'œuf par exemple, le cerveau, c'est juste 2 exemples. De là, on peut dire vraiment, Malaboum Aser Hachem. Qu'est-ce que c'est que ces créations qu'il a fait? 40 ordres de grandeur, les Legos magiques qui s'assemblent, qui font des trucs incroyables. Comment ça marche? Juste un système d'oreille qu'on a toujours pensé que c'était juste donné. Maintenant, réalisons la phrase du Rav, la nature, c'est le voile pudique de protection que Dieu étend sur l'homme pour ne pas le forcer à croire en Dieu. Maintenant, on comprend bien, maintenant que vous avez vu comment ça marche l'oreille, vous n'allez jamais dire que c'est l'oreille, c'est un truc clair, on entend, normal. C'est pas normal, c'est quelque chose de très très spécial. Et en fait, là, je veux passer à une deuxième partie, parce que là, on est tous excités, on est tous contents, on a compris que Hachem, il a fait quelque chose d'absolument merveilleux, magique. Malheureusement, on sort d'ici, on est dans la Teva de Noah, et on sort, c'est le Maboul. Il y a des trucs, on entend des trucs, des bêtises à droite et à gauche et tout ça. Je veux maintenant mettre un peu les points au clair sur qu'est-ce qui est scientifique, qu'est-ce qui n'est pas scientifique. Et je vais parler d'un sujet spécial. Bon, premièrement, qu'est-ce que c'est la méthode scientifique? La méthode scientifique, elle est bien. En fait, c'est la même. J'oserais dire que le but, c'est même comme celle de la Torah, on veut rechercher la vérité. La vraie recherche scientifique, c'est chercher la vérité. Donc, on fait des hypothèses, on analyse les résultats, et si les résultats qu'on fait une hypothèse, c'est bon, sinon, il faut revoir l'hypothèse. Exemple, je peux vous dire, si je laisse cet objet, il va commencer à voler. Ben, comment on vérifie? J'ouvre ma main, il tombe, il se casse. Vous avez vu que mon hypothèse était fausse. Et ma théorie, elle est à la poubelle. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans les sciences.
Et un exemple, c'est la mécanique newtonienne que vous avez appris à l'école. Avec ça, on fait des bâtiments, des voitures, des avions. Tout ce qu'on construit aujourd'hui utilise la mécanique classique ou newtonienne. Mais en fait, si on analyse si elle marche bien pour le tout petit ou le très rapide, on voit qu'elle ne marche pas. Mécanique classique, quand on va dans le tout petit, c'est la mécanique quantique, qui est totalement incompréhensible, mais elle marche. Les résultats ils sont confirmés expérimentalement. Et si on va très très vite, proche de la vitesse de la lumière, pour 100 000 km/s, on va dans la relativité. Et si on est dans le tout petit, proche de la vitesse de la lumière, ça devient encore plus compliqué. Donc on a vu qu'il y a des limites, certaines théories sont valables, mais avec des limites. Mais toujours, s'il y a un résultat qui contredit l'hypothèse, ce n'est pas une théorie. Richard Feynman, c'était un grand scientifique, un grand physicien récent, et il avait dit, il n'y a pas de théorie valable, il y a juste des théories qui n'ont pas été prouvées non valables. En fait, toutes les théories sont valables jusqu'à ce que quelqu'un prouve qu'elles ne sont pas valables. Voilà. Et en fait, la science est-elle toujours vraie? Ben, si vous regardez sur Internet, vous travaillez comme ça, c'est List of Scientific Misconduct Incidents, c'est-à-dire une liste des gens qui ont triché, qui ont publié des choses qui n'étaient pas vraies, ils ont découvert après que c'était des fraudes. C'est un truc qui fait 6 ou 7 pages, si je me rappelle bien. Très très lent, avec beaucoup de noms. Et en fait, il y a un gars pour tous, juste pour donner deux exemples, Cet Allemand-là, Jan Hendrik Schön, il était au Bell Labs. Bell Labs, c'est très prestigieux. C'est le labo où ils ont inventé le transistor. Et lui faisait de la recherche super pointue sur transistors en molécules uniques. Il a obtenu des résultats absolument incroyables. Il a commencé à publier. Il publiait dans les top journaux de Science and Nature, si vous connaissez. C'est les tops des tops des tops des tops. Et il publiait un après l'autre des super journaux, super articles. Et à la fin, ce qui s'est passé, quand il y a une recherche si excitante, il y a beaucoup d'étudiants qui veulent faire leur doctorat sur ce sujet. Alors ils ont commencé, et la première chose qu'ils veulent faire, c'est reproduire les résultats qui ont été publiés. Et après, ils vont continuer et l'étendre. Mais ils faisaient ce qu'il avait fait, et ça ne marchait pas. Ils faisaient, ça ne marchait pas, ils n'arrivaient pas à reproduire ce qu'il avait fait. À un certain point, il y a plein d'étudiants qui se sont cassés, qui ont raté leur doctorat à cause de ça. Et les professeurs, ils sont un peu énervés, ils ont commencé à regarder comment ça se fait que ce qu'il a publié, ça ne marche pas. Et ils ont découvert, dans un des papiers, disons papier numéro 35, que le niveau de bruit, qui est un signal aléatoire, qui ne peut pas être reproduit, était le même que dans le papier numéro 7. Ce qui indique qu'il avait triché les résultats. Il avait complètement falsifié, il s'était inventé les résultats. Et ils ont dû retracter 28 articles dans des top journaux. C'est une boucha atsuma, c'est une honte colossale de faire ça. Et ils lui ont retiré le doctorat, puis à la fin, une autre cour suprême le lui a redonné, une autre l'a redonné. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le gars est super intelligent, mais un truand de première catégorie. Voilà. Et donc, on voit là comment parfois la science, elle n'est pas honnête. Un autre exemple pour tous, c'est Watson et Crick, ce sont ceux qu'on dit, ils ont eu le prix Nobel pour la découverte de l'ADN. Et en fait, ils avaient utilisé les résultats de microscopie d'une femme qui s'appelle Rosalind Franklin, et ils lui ont donné 0 crédit. La pauvre, elle est morte. Eux, ils ont pris le prix Nobel, ils se sont tout moussés, et elle n'a rien eu. Et c'est bien documenté dans l'histoire de la science qu'ils ont fait ça, donc honte à eux. Mais donc, Trump, il dirait, il y a fake science. Il faut faire attention, et j'insiste sur ce point, parce que je vois beaucoup de gens qui vénèrent les professeurs. Anachum mishtachavim à la professeure. Il faut faire attention. Les professeurs, ils sont des êtres humains, et parfois ils ont même des motivations qui ne sont pas totalement justes. Et parfois ils font juste des erreurs, parce qu'ils sont des êtres humains. Donc il faut toujours questionner. Et parfois c'est pas facile, parce que c'est des sujets très pointus. Et je veux analyser un sujet avec vous, c'est celui-ci, c'est celui de l'évolution. Ce monsieur qui s'appelle Darwin, c'est en fait, et il avait vu que dans une île de Galapagos, il y avait des oiseaux qui avaient un bec adapté à ce qu'ils faisaient, et il a formulé sa théorie. Et en fait, si on peut résumer Darwin en une image, c'est celle-là que vous trouvez sur Wikipédia. Ça, c'est le Darwin. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit, moi je dis que c'est une hypothèse, ce n'est pas une théorie. Et je vais vous prouver pourquoi ce n'est pas une théorie. Il explique l'évolution biologique des espèces par la sélection naturelle et la concurrence vitale. Ça veut dire seulement le plus fort survit. Et il y a plein de petits changements qui se passent de façon aléatoire pour arriver là. Et donc d'après ça, seulement les plus forts survivent et pas les plus faibles. Conséquence, tout se passe de façon aléatoire, en beaucoup d'étapes, au cours de millions d'années, sans besoin d'un créateur. Voilà, on a fait, on voit. Hachem, il est quand même, c'est quand même lourd de vivre avec Kadosh Baruch Hu, parce qu'on ne peut pas faire des avérotes, on ne peut pas satisfaire tout dans ta route. Et si on réussit à mettre Kadosh Baruch Hu de côté, donc on peut faire tout ce qu'on veut, sans aucun remords, sans rien.
Et ça, c'est ce qu'il a fait, et ça, pour ça, beaucoup ont pris cette théorie, ils ont dit, ah ouais, c'est fantastique, c'est fantastique, maintenant, je peux faire tout ce que je veux, je peux faire toutes les perversions que je veux, et je ne suis même pas coupable. Et donc de là, l'homme, avec ça, malheureusement, la conséquence pernicieuse, c'est que l'homme n'est juste qu'un accident, ou mieux, une suite d'innombrables accidents, et donc pas plus important qu'un ver de terre. Cette expression, qu'ils ne sont pas plus importants qu'un ver de terre, il y a des scientifiques eux-mêmes qui disent ça. Ils disent, nous le ver de terre, on a 80% de l'ADN en commun, et c'est la même chose, et donc il n'y a rien de spécial pour l'être humain. Donc c'est très dangereux. Et de là, tout ce qu'on a vu avant, ça finit à la poubelle. Toute la beauté, la complexité, la précision, tout ce que fait chez les go magiques, c'est rien. C'est risque de tout détruire. Et la Torah nous dit qu'il faut savoir répondre aux mécréants. Dama tashiv la pikoros. Et le Alter d'Oslobotka, il disait, c'est qui la pikoros? Ça peut être nous. Parce que parfois dans la vie, on voit des choses difficiles qui se passent. Cette année dernière année a été très difficile pour nous. Et on a vu des choses terribles. Et on peut se poser la question, attends, où est-ce qu'il est, Akadosh Baruch Hu? Et de là, il faut qu'on sache répondre à nous-mêmes. Et donc peut-être une place où on peut trouver ce Chizouk, c'est justement de regarder la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu fait des choses, même qui font mal, elles ont une raison pour les faire. Non, on ne connaît pas. On ne connaît pas. On ne comprend pas. Alors ce que je veux faire, c'est maintenant un peu démystifier évolution, parce que le mot évolution, déjà, il est totalement employé de façon totalement erronée. Et je veux clarifier quel point il y a d'évolution qui sont valables, qui ne sont pas valables au niveau scientifique. Tout ça sera une discussion scientifique. En fait, sur ça, il y a une petite blague sympa. Il y a Jean-Pierre qui va chez papa, il dit, papa, comment l'homme il est venu sur Terre et tout ça? Et le père lui dit, mais c'est bien, tout le monde sait, on a évolué du singe. Il y avait le singe, et puis nous, on a évolué du singe. Ah, merci papa. Il va chez maman, et maman, comment on est venu sur Terre et tout ça? Ah, tout le monde sait. Dieu, il a créé Adam et Ève, et ils ont eu des enfants, et nous sommes là. Et il dit, mais maman, papa, il m'a dit qu'on est venu du singe, tu me dis comme ça, comment? Alors la mère dit, non, mais Jean-Paul, papa, il parle de sa famille, moi je te parle de la mienne. Ok. Donc, il y a un livre fabuleux d'un Rav Moshe que j'avais assisté à ses cours, il m'a même dédicacé le livre, malheureusement il est décédé au début du Corona, et il dit quelque chose qui va nous choquer maintenant quand on va lire ça. Disons qu'est-ce qu'il dit? Il dit, contrairement à la croyance populaire, personne ne conteste l'existence de niveaux élevés de conception, de complexité fonctionnelle et d'informations spécifiques dans le monde vivant. Tout ce que je veux montrer, l'œil il est incroyable, l'oreille c'est incroyable, tous les organes c'est incroyable, tous les systèmes cardiovasculaires, respiratoires, c'est incroyable. Et tous sont d'accord, même le plus athée il est d'accord sur ça. Deuxième chose, contrairement à la croyance populaire, personne n'est en désaccord avec l'argument du dessein intelligent. Ça veut dire qu'il y a eu un créateur, qu'il y a quelqu'un qui a créé quelque chose, il y a une intelligence qui a créé, c'est pas créateur, il y a une intelligence qui a créé quelque chose, y compris tous les athées et sceptiques du monde. Tous sont d'accord que s'il y a un costume, ça prouve qu'il y avait un tailleur, s'il y a un poème, ça veut dire qu'il y avait un poète, et s'il y avait une montre, il y avait un fabricant de montres. Et ils sont tous d'accord que le costume, le poème et la montre ne se font pas d'eux-mêmes. Et en plus, ils sont tous d'accord que les lois fondamentales de la physique et des mathématiques des probabilités sont à la base de ces propos. Alors on se demande, alors, où est le marloquette? Où est la marloquette? La marloquette, elle est là. Ils ne sont pas d'accord parce que pour l'athée ou le non-croyant, l'argument du dessein intelligent ne s'applique pas aux organismes vivants, mais un processus naturel non guidé imite le design et donne l'illusion qu'il y a un designer. Leur point, c'est, fais gaffe, ne pense pas qu'il y a un créateur. Non, c'est juste des trucs qui se sont passés au pif, et ça donne l'impression. Ça donne juste une impression. Et ça, c'est leur point. Il faut faire attention. Et en fait, c'est un sujet tellement chaud et tellement débattu qu'il est plein de tricheries. Il y a plein de livres qui sont sortis sur toutes les tricheries qui se sont passées au niveau de l'évolution. Je vous en donne quelques-unes. L'homme de Piltdown, il y a un gars qui est venu, il a trouvé un crâne. C'était un crâne d'homme avec une mâchoire de singe. Et il a dit, ça c'est le chaînon manquant, c'est le truc intermédiaire qui montre qu'on est descendu du singe. Et ils ont commencé à croire ça pendant des dizaines, je ne sais pas si c'est 30 années ou 40 ans, jusqu'à ce qu'avec les rayons X, ils ont commencé à identifier, ils ont vu que c'était une supercherie. Il avait pris une mâchoire de orang-outan, il avait pris un cerveau d'homme, il les avait mis ensemble, il l'avait limé, poli, il avait changé des produits chimiques, etc. pour montrer que c'était un truc, et c'était une triche majestueuse. Un autre, c'est les phalènes de bouleau, c'est des espèces de papillons qui sont généralement gris, et quand il y a eu la révolution industrielle, la pollution, ils se sont transformés en noirs. Et il y a cette fameuse image qui est dans tous les livres de sciences, où vous avez des phalènes noires sur un tronc d'arbre.
il y a des gens qui ont investigué ça. Il y a des gens qui ont investigué ça et ils ont un expert qui a investigué ce genre d'insectes pendant 40 ans. Il dit j'en ai jamais vu sur un tronc d'arbre. Ils ne vont pas sur le tronc d'arbre, ils vont sur les branches. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils avaient pris des phalènes mortes, ils les avaient peintes, ils les avaient collées sur l'arbre, ils ont fait la photo. Ça, c'était la friandise. Une autre, c'est les fœtus de Haeckel. Haeckel, il avait fait des dessins qui montraient que les fœtus, ils évoluaient d'une façon, et donc c'était tous les mêmes choses. Et ces dessins, ils étaient totalement faux, parce que quand on voit avec les microscopes les fœtus, on voit qu'ils ne sont pas comme ça. Et après, il a dû avouer qu'il l'a fait justement pour faire un peu publicité à l'évolution. Etc., etc. Il y en a toute une série de trucs comme ça. Donc c'est un sujet très chaud. Alors vous me disiez, mais comment ça se fait? Si vraiment c'est du n'importe quoi, comment ça se fait que tout le monde est d'accord? Ben c'est maintenant, c'est devenu tellement un dogme que même les professeurs qui ne croient pas, ils n'osent pas le dire. Parce qu'ils se font saquer. Et seulement les professeurs qui arrivent à un niveau titulaire, ils se permettent peut-être de parler de ça. C'est-à-dire on ne peut pas les virer, quoi. Et donc ils peuvent se parler. Et c'est tellement pernicieux que, par exemple, je donne un exemple. Il y a ce professeur qui s'appelle Michael Behe. Il a publié des livres magnifiques sur complexité irréductible. Il propose l'argument du dessin intelligent. Et il est dans cette université pas trop spéciale non plus. Mais sur son site, il doit dire les arguments qui se font dans mon labo sont les miens. L'université n'est pas d'accord et mon labo n'est pas d'accord. C'est-à-dire, tu travailles dans une société, ce que tu fais, personne n'est d'accord avec toi, mais toi tu le fais. Parce que toi, on ne peut pas te virer, donc tu fais ce que tu veux, mais on n'est pas d'accord avec toi. Il doit dire ça parce que le dogme est tellement fort que de dire qu'il est contre l'évolution, ce n'est pas acceptable pour l'université. C'est pour ça, voilà. Mais beaucoup commencent à se révéler. Il y a une série croissante de professeurs qui disent on a un doute maintenant sur le darwinisme. On a des doutes. Alors, comprenons avant tout qu'est-ce que ça veut dire évolution. Malheureusement, la presse, elle utilise le mot évolution de façon erronée. Il y a trois choses distinguées et eux, ils les mettent tous dans le même package. Alors, premièrement, il y a quelque chose qui s'appelle origine de la vie. Comment la vie est originée? Et il y avait cette fameuse expérience de Uri Miller, des Juifs d'ailleurs, qui ont pris des gaz, ils ont explosé, ils ont trouvé un acide aminé parmi des milliards de pourritures. Et ils ont dit, tu vois, si tu as un acide aminé, tu peux alors de là faire un ADN, faire la vie, tout ça. C'est comme de dire, je fais une explosion d'une mine, et je cherche et je trouve un clou. Ah, tu vois, j'aurais pu faire de là, on peut voir qu'on peut faire un avion avec. Attends, tu as fait un clou. Tu fais un avion et un clou, il y a une petite différence. Voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle origine de la vie. L'autre, c'est ce qu'on appelle macroévolution. Macroévolution, c'est-à-dire, c'est l'histoire que vous avez un poisson qui a développé des pattes, il est devenu un lézard, le lézard est devenu je ne sais pas quoi, et puis il est devenu un singe, et puis le singe est devenu nous. Ça, c'est ce qu'on appelle macroévolution. Tu crois des membres nouveaux, tu changes complètement de physionomie et tout ça. Et il y a la microévolution, c'est-à-dire vous prenez un chien comme ci, un chien comme ça, il fait un hybride, mais c'est un chien toujours. Ou vous prenez un cheval et un âne et vous avez une mule. Mais ça, c'est ce qu'on appelle de la microévolution. Et maintenant, je veux clarifier ces trois. Je vais commencer par la microévolution, parce que la microévolution, c'est la seule qu'on peut dire vraiment, elle a un fond de vérité, elle est utilisée dans l'industrie pharmaceutique, mais ces deux-là, celle-là, elle a trop de points qui sont contre. Donc, on a dit qu'il faut une hypothèse, il faut les résultats expérimentaux. Les résultats expérimentaux, ils sont tous contre cette hypothèse. Et l'origine de la vie, il n'y a pratiquement rien. C'est du pipeau total. On va voir ça. Alors, la microévolution, c'est celle qui est vraie. Dans certains centres, elle est utilisée, par exemple, pour l'étude des antibiotiques. Alors, un exemple que je vais vous montrer qu'est-ce que c'est la microévolution, c'est, vous avez ce gars sympa, je l'ai trouvé sur Internet, et si ce gars sympa, il n'a pas l'air très sportif quand même, hein, mais si, par exemple, il faisait 2 ans de muscu intense, 2 ans de muscu 18 heures par jour, il deviendrait comme ça. Et alors, vous avez ce gars-là, et ce gars-là, c'est pas la même chose. Est-ce que vous dites que c'est de l'évolution? C'est de la microévolution. Il a fait de la gym pendant 2 ans, il est devenu comme ça, c'est une microévolution. Ou quelqu'un se pratique du piano pendant 3 ans, il devient un maître de concert. C'est pas de l'évolution, c'est de la microévolution. Et il faut faire attention toujours à l'interprétation de ces phénomènes. Par exemple, un exemple intéressant, c'est le DDT et les moustiques. DDT, c'était le premier insecticide. Les moustiques, c'est un gros problème dans les champs et tout ça. Ils voulaient les tuer, alors ils ont passé du DDT et les moustiques ont disparu. Seulement qu'après quelques mois, ils sont revenus, ils ont repassé le DDT et c'était un petit peu moins efficace. Et puis après, elles sont reparues encore et la 3e fois, ils ne marchaient plus. Et alors, comment on interprète ça? Plusieurs interprétations.
Une interprétation, si on peut dire, c'est de la microévolution, c'est de l'adaptation, mutation génétique. Ils ont évolué. Mais évolué, maintenant ils sont plus forts. Les moustiques sont plus forts et le DDT ne leur fait pas du mal. Ils réussissent à réagir. Une autre théorie, c'est l'élimination des faibles. Vous savez, il y a toujours une distribution, on n'a pas tous la même taille. Il y a des petits, il y a des grands. Et il y a des gros, il y a des minces, etc. etc. Par exemple, il y a un rachat d'il y a 80 ans, un petit aux moustaches noires, qui voulait que tout le monde soit haut, blanc, aux yeux bleus. Vous vous rappelez de ça? D'ailleurs, lui, il avait lu le livre de Darwin, et c'est de là qu'il s'était inspiré. Et si Khalil, il avait accompli ce qu'il voulait faire, on aurait vu qu'on serait passé d'une population avec toutes les espèces à une population que seulement de hauts, blancs, aux yeux bleus. N'est-ce pas? Alors, on peut dire, ah, c'est évolution, ça. C'est pas évolution, il a juste enlevé tous les autres. Il a tué tous les autres. Voilà, ça c'est une deuxième interprétation. Une troisième, c'est l'épigénétique. C'est-à-dire, c'est une science qui étudie l'influence de l'environnement sur l'expression des gènes. C'est-à-dire, l'ADN, les gènes, ils sont là, mais ils ne sont pas actifs, et l'environnement, il les active. Il active certains gènes. Par exemple, on reste pas au soleil, on devient bien bronzé, et nos enfants, ils sont bronzés aussi. C'est épigénétique, ce n'est pas une évolution, c'est l'épigénétique, ils étaient déjà là. Ce n'est pas un changement de gènes, c'est les mêmes, mais ils sont activés maintenant. Et ça, c'est notre interprétation. Donc, et en fait, dans le Talmud, on trouve microévolution. Ça, c'est l'histoire que vous connaissez tous, l'histoire de Hillel. C'est un gars qui a fait un pari de l'énerver. S'il vous plaît, vous pouvez ne pas parler. Il a fait un pari qu'il va énerver Hillel. Il va à la veille de Shabbat. Hillel, où est-ce qu'il est Hillel? J'ai des questions importantes. Il lui pose des questions, il veut l'énerver. Et une des questions, il dit, pourquoi les yeux de Talmudim, ils sont étirés? Et il lui répond, parce qu'ils vivent parmi les sables. Quand tu vis parmi les sables, tu ne veux pas avoir un grand œil comme ça, parce que le sable, il rentre, ça fait du mal. Donc tu as les yeux, tu fais comme ça, tu regardes comme ça. Alors, ils commencent à s'étirer les yeux, et puis leurs enfants, ils ont les yeux type les Chinois, étirés. Alors ça, c'est de la microévolution. Et un autre exemple, pourquoi les pieds des Africains sont larges? Eh bien, parce qu'ils vivent au milieu des marées. Ça veut dire qu'ils doivent souvent nager, et donc c'est plus utile quand tu as un pied un peu large, ça permet de nager un peu mieux. Ça, c'est microévolution. Et macroévolution, donc microévolution c'est bon, macroévolution, regardons très rapidement tous les problèmes que j'ai découverts, qui sont disponibles, j'en ai probablement raté, il y en a plein d'autres. Un, c'est les chaînons manquants. On a creusé pendant 150 années, on a des millions de fossiles, on n'a pas trouvé une seule série qui a un sens, qui veut justifier la théorie de Darwin. Complexité irréductible. Il y a des systèmes où toutes les pièces sont fondamentales et vous enlevez une pièce, ça ne sert à rien et le système il se casse la gueule. Exemple, système cardiovasculaire. Si par exemple on n'avait pas d'hémoglobine, on ne pourrait pas vivre parce qu'il n'y aurait pas de fixation de l'oxygène dans le sang. Si on n'avait pas un système respiratoire, ça ne sert à rien d'avoir un système cardiovasculaire, etc. etc. Inversion des couches géologiques. Darwin il dit dans les vieux temps, il y avait des espèces de vie simples, et après, c'est des espèces compliquées. Donc, vous devez trouver les simples en bas, les compliqués en haut, et parfois, on voit le contraire. Un autre, c'est l'explosion cambrienne. Il y a une partie paléontologique, une zone assez restreinte de temps, où on a découvert des fossiles, où il y a les espèces simples et compliquées en même temps. C'était 65 000 fossiles, plus que 170 espèces différentes. Et en fait, celui qui a découvert ça, il a compris que ça aurait été monstrueusement contre l'évolution. Il a caché les fossiles pendant 40 ans. On les a découverts après. Et ça, c'est un gros problème pour les évolutionnistes. L'autre, c'est la complexité de l'ADN. L'ADN, c'est d'une complexité monstrueuse. On a dit c'est 100 millions de pages d'encyclopédie botanique. Quand Darwin a fait son hypothèse, il a fait l'hypothèse que la cellule, c'était un protoplasme qui était tout simple. Et ça casse complètement parce que les probabilités, maintenant, elles deviennent impossibles au niveau d'avoir un truc aléatoire. Et la probabilité de croître même un seul organe est pratiquement égale à 0. On va faire un exemple juste dans quelques minutes. Et tous les problèmes ont entraîné des modifications de l'hypothèse initiale. Ce qu'on appelle aujourd'hui néo-darwinisme, ça n'a rien à voir avec le livre de Darwin, parce qu'à chaque fois on essaie de la peaufiner, parce qu'on voit qu'il y a tellement de problèmes qu'elle ne tient pas la route, donc on essaie de la changer, à chaque fois on se rend compte qu'elle ne marche pas non plus, et donc on la change, on dit évolution ponctuelle, et puis etc. etc. Et il y a l'histoire des organes vestigiaux, ils pensaient qu'il y avait 180 organes qui ne servaient à rien, qui étaient juste servaient aux singes et pas à nous, et puis ils se sont rendus compte au fur et à mesure que ce n'était pas vrai. Des parties du DNA qui ne servent à rien, et donc quand ils ne savent pas qu'est-ce que ça sert, ils sont tellement malhonnêtes qu'ils disent qu'ils ne servent à rien. Le fait c'est qu'il faut être honnête comme scientifique, quand je ne sais pas qu'est-ce que c'est, je dis je ne sais pas. Je ne dis pas que ça ne sert à rien.
un autre exemple, c'est les accidents. Parfois, ce sont d'accord dans la classification de Darwin. Un accident, c'est déjà un accident difficile à faire, mais que les accidents se passent à travers différentes espèces, c'est encore plus improbable. C'est-à-dire, les oiseaux ont eu un accident qu'ils ont développé les ailes, mais aussi les insectes et aussi les mammifères, parce que la chauve-souris, c'est un mammifère. Et donc, comment est-ce possible qu'il y ait eu ce même accident sur 3 catégories complètement différentes? Origine de la vie. Premièrement, un truc super important, ils vous disent l'origine de la vie, l'évolution. La vie a dû précéder l'évolution. On sait beaucoup plus sur l'évolution que sur l'origine de la vie. Ça, c'est un évolutionniste qui parle, un scientifique de renommée très évolutionniste. Et donc, ça veut dire que l'évolution ne peut se passer qu'après le début de la vie. Et donc, l'évolution ne peut pas expliquer l'origine de la vie. Si quelqu'un vous dit l'origine de la vie, l'évolution, vous dites, dis pas de conneries, parce que l'évolution, ça n'a rien à voir avec l'origine de la vie. L'origine de la vie, c'est un truc complètement différent que l'évolution. Donc, évolution, il y a microévolution, macroévolution. L'origine de la vie, c'est un truc différent. Deuxième chose, et ça, c'est un truc classique. C'est un autre scientifique de renom. Une succession de passages extrêmement improbables et c'est essentiel pour l'origine de la vie. Ceci rend le résultat final presque comme un miracle. Ils ne peuvent pas dire que c'est un miracle, ils disent c'est presque. Et alors, ce n'est pas le premier, parce que Francis Crick, le co-découvreur de l'ADN, il dit un homme honnête. Ça, c'est le gars qui avait volé le truc du microscope de Rosalind Franklin. Un homme honnête, il parle. Un homme honnête. Un homme honnête, armé de la connaissance qui nous est disponible, peut seulement dire que dans un certain sens, l'origine de la vie apparaît en ce moment être presque un miracle. Il faut dire presque, parce qu'on ne peut pas admettre que c'est un miracle. Mais ils ne sont pas tous d'accord. Il y a ce professeur Jim Tour que je connais, qui est aux États-Unis. C'est un chimiste de grande renommée, à mon avis. Peut-être un de ces jours, il pourrait avoir le prix Nobel. Et il a dit, il est clair, chimistes et biologistes sont ignorants. Et si vous regardez sur Internet son site, il les casse au niveau scientifique. C'est quelque chose, mais c'est très difficile à comprendre. C'est de la chimie hyper pointue. Et en fait, un exemple pour ça, comme ça on finit avec ça. Ce professeur, il a calculé les probabilités qu'une bactérie, qui est le plus simple organisme vivant, puisse s'assembler d'elle-même. C'est une chance sur 10 à la puissance de 100 milliards. Sachez que dans l'univers, on estime qu'il y a 10 à la puissance 82 atomes. Et lui, il dit que c'est 10 à la puissance 100 milliards. Qu'est-ce que c'est 10 à la puissance 100 milliards? Êtes-vous prêts? Allez, 100 zéros par seconde. Tac. Voilà, 0,000, il y en a 100 par seconde qui s'affichent. Et je me suis arrêté là. Et en fait, je me suis arrêté à 600 zéros. Ça, c'est seulement 600 zéros. Pourquoi je n'ai pas mis les 100 milliards? J'ai pas fait... Parce que si on faisait 100 milliards, on serait là ensemble pendant 32 ans. 22 sur 24. Okay, c'est un chiffre qui prend tellement de temps en écrivant 100 zéros par seconde. Donc vous comprenez que il faut pas exagérer. Voilà, donc mon but, j'espère qu'avec ça, on puisse tous voir la grandeur du créateur, et on voit ça. Si vous êtes intéressé, j'ai plus qu'une quarantaine de vidéos dans les sites de TorahBox et TorahBox YouTube. Peut-être vous voulez visualiser ça. Il y a des gens très importants qui aiment mes vidéos. Évidemment, ça c'est une vidéo honnête, pas un montage. Hein. Et la question principale, c'est quand on voit que tout dans la nature est planifié, il y a une complexité structurée, il y a une fonctionnalité parfaite, il y a une synchronie. Par exemple, la pollination, c'est synchronie entre le végétal et l'animal. Il y a de la beauté, on voit que le monde, il est beau. Et tout ça, dans toutes les espèces de création, on peut dire merci Hachem pour ce monde merveilleux. Et je vous remercie pour l'attention. Et comme dit Larry Goldmiller, il dit maintenant question sur n'importe quel sujet, mais moi j'ajoute, sans aucune garantie que je puisse vous répondre. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer une email à cet email, ça qui marche en anglais et en français, science613miracle@gmail.com ou science613miracles@gmail.com. Voilà. Merci beaucoup. On peut applaudir notre professeur qui nous a fait un cours sensationnel, Radak Maour. J'ai distribué des livres pour ceux qui n'en ont pas, donc ça c'est pour tout le monde, en tout cas ceux qui en veulent. C'est gratuit, c'est là, c'est des histoires à paracha. Voilà, donc pour ceux qui veulent après, voilà, vous pourrez les prendre ici. Comme vous êtes, donc on vient avec l'association TorahBox. Je vais faire un cours puisqu'il est un petit peu tard. Et chez TorahBox, en fait, on a vu qu'il y avait un besoin. C'était pour les orphelins en fait, parce que quand il y a un attentat en Israël, on pense que les orphelins ils ont un grand soutien jusqu'à qu'ils grandissent. Or non. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un fonds en place pour les orphelins avec un don sur 12 mois. Ça peut être la somme que vous voulez, et à partir de, par exemple, ça peut être 30 € par mois sur 12 mois. À partir de 68 € par mois, on offre un petit cadeau, ça peut être une mezouza, 126 c'est un cadre,
Et après, ça monte. Voilà, tout celui qui veut faire un don, avec grand plaisir. Voilà, ça va directement dans la caisse des orphelins. On remplit un petit papier. Et bien, si vous faites une tzedaka, il y a bien sûr un certain pour ceux qui en ont besoin. Voilà, Hazak Baruch, bonne soirée à vous. Et Bézat Hashem, on se retrouve tous à Yerushalayim avec le Mashiach. Amen. Merci. Si vous avez des questions, je suis là. Dans la même ligne que ce que vous m'avez dit, il y a un professeur à Jérusalem, et je déteste sa présentation. J'ai failli mal dire quelque chose que j'aurais dit toute ma carrière. Il finit la présentation. En fait, si tu veux, on arrête la caméra, je le dis comme ça. J'espère qu'elle s'est pas arrêtée tout seul. Non, non, Ça marche. Elle marche pas.